troisième et dernier atelier de cette journée. Merci de prendre place. J'espère qu'il vous reste encore un peu de force et de concentration. Mais vous allez voir cette troisième table ronde en vous après, autant que les précédentes. Alors nous allons revenir sur des sujets déjà abordés, mais c'est l'exercice de ça. La table ronde porte sur quelles relations économiques et financières entre les régions et les métropoles, mais je crois que ça va même aller au-delà de ça. Nous allons revenir sur la question des métropoles. On a bien compris qu'elles constituaient un objet complexe, ambivalent même. La métropole, ça n'a pas été dit, donc je le place, la métropole, étymologiquement parlant quand même, métropolis, c'est la mère des cités. Et donc, c'est à la fois la cité qui crée d'autres colonies dans son environnement plus ou moins lointain, mais c'est aussi la capitale. Et on voit bien cette espèce d'approche ambivalente. La métropole, en tant que capitale administrative, économique, a un pouvoir d'attraction. Donc, c'est la métropole attirante, dont a parlé M. Nice des gestes de la métropole de Lyon tout à l'heure. Mais c'est également la mère des cités, également la métropole qui a un pouvoir d'entraînement, donc qui est tournée vers l'extérieur, et non pas simplement autocentrée, qui a une force d'entraînement, et là c'est la locomotive territoriale qui a été recherchée à travers le Labaptam sur l'affirmation des métropoles. Et donc on voit bien comment l'affirmation des métropoles peut finalement dynamiter le millefeuille territorial, donc ça c'est pas forcément un regret, c'est plutôt une évolution positive, avec la remise, la réflexion, la remise en cause de l'articulation de la région, c'est l'étage du sud du millefeuille, et puis la relation avec le département, l'étage d'en dessous. Et donc je pense que notre atelier, par rapport aux deux précédents, l'un qui était sur la métropole, l'autre sur la région, a plus vocation à évoquer ces sujets en termes d'analyse systémique, finalement, en termes de paysage institutionnel local, régional, national et même avec une dimension internationale. Alors pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous cet après-midi d'abord Laurent Daxi, je ne présente plus, je dirais simplement qu'il est économiste des territoires, professeur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, où dirige une chaire d'économie et de développement des territoires. Et tout le monde connaît certains de ses travaux célèbres, notamment La République et ses territoires en 2008 et bien d'autres récemment, y compris des études sur la métropole de Lyon. Ensuite, je passerai la parole à Jean-Charles Manrique, qui est le directeur général adjoint de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui est chargé du développement économique, qui est également l'auteur en 2014 d'un ouvrage sur la division territoriale. Nous entendrons ensuite Michel Rivard, qui est une biographie extrêmement dense. Donc, je dirais simplement qu'il est un élu local, une grande expérience sur le fonctionnement institutionnel local. Il est vice-président du conseil départemental de Savoie. Il exerce des mandats locaux. Il a également été parlementaire, député de 1997 à 2012, ça va faire 93, pardon. 1993, je me rappelle, à 2012, 4 mandats, et puis ensuite sénateur de 2012-2014, jusqu'à une date récente en 2017, et là il a rejoint la Cour des comptes où il est conseiller maître. Donc finalement, il a eu à légiférer non pas sur le Labaptam comme sénateur, mais sur la loi NOTRe. Donc finalement, il ne peut pas critiquer beaucoup au parti des comptables. Voilà. Ensuite, je passerai la parole à Alain Pariante, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux 4, qui travaille au sein de l'école doctorale de droit, qui enseigne à la fois en finances publiques et puis en droit des collectivités territoriales, et qui a été l'auteur également de nombreuses publications sur le sujet. Donc il pourra apporter ou contribuer à compléter notre analyse juridique de ces questions. Et puis enfin, nous écouterons Madame Aziza Akmouche, qui travaille au sein de l'OCDE, qui jusqu'à pas longtemps dirigeait le programme sur la gouvernance de l'eau, mais qui désormais dirige la division ville et donc travaille sur les politiques urbaines et le développement durable.
qui pourra nous parler du phénomène de métropolisation à l'échelle internationale, avec l'exemple précis de métropoles dans des pays étrangers. Donc, je passe la parole aux différents intervenants, et d'abord, si je veux bien, à Laurent Cavzi, sur le premier sujet, à qui profite l'argent des métropoles. C'est une question un peu crue, mais je pense que derrière, il faut voir quel est l'effet d'entraînement des métropoles. Et là, je sais qu'il peut être absolument intarissable, mais on m'a dit de vous rappeler qu'il fallait intervenir en maximum 15 minutes. Vous avez un bâton? Non, j'ai pas de bâton, mais j'ai un chronomètre. Bonjour. Donc, à qui profite le crime? Oui, bonjour. Oui, l'argent des métropoles. Enfin, on est dans une période qui est assez troublée, parce qu'on a d'un côté, quand on est en France, moi je le vois par rapport au travail que je fais, hein, je suis très sollicité sur la question des territoires qu'on abandonne. Les métropoles tournent le dos au reste du pays. Que deviennent les autres? Tout pour les métropoles et pour les autres. Donc une espèce de plainte, un mécontentement majeur des territoires non métropolitains, grosse majorité des territoires français quand même. Et puis de l'autre côté, dès qu'on commence à sortir un peu, je pense notamment à l'Espagne en ce moment, c'est le contraire. C'est la métropole qui n'est pas contente. Parce qu'en fait, elle voudrait abandonner les autres territoires, mais elle ne peut pas. Et donc d'un côté, il y a des gens qui hurlent parce qu'on les abandonne, de l'autre côté, il y a des gens qui hurlent parce qu'ils voudraient abandonner, mais ils ne peuvent pas. Il n'y a qu'en France où on continue à penser que ce qu'on appelle les métropoles, les régions riches, sont financées par les régions pauvres. Si j'avais du temps que j'ai pas, je vais vous montrer une histoire, mais j'ai dans un bouquin, de travaux qu'on a fait avec la Commission européenne, 5 directions générales, représentant du secrétaire général, représentant de la présidence de la Commission, sur des travaux extrêmement lourds, hein, pour lesquels on était engagés, où on travaillait sur les aspects de redistribution interrégionaux liés aux budgets nationaux de 7 grands pays européens, la France, sur les Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Et où à peu près l'intégralité des gens qui étaient présents à cette réunion, au démarrage du travail, à peu près l'unanimité était à dire en Europe, les régions riches sont financées par les régions pauvres, par le truchement des budgets publics et sociaux. C'est incroyable. Alors en France, c'est très très chevillé. Alors c'est exactement l'inverse. Alors, on a fait le travail, à l'époque, on avait été mandaté pour faire ce travail. Il y avait eu un appel d'offres, hein, avec quand même tout un protocole qu'on ne pouvait pas inverser. Donc, nous, on a été titulaire finalement d'un énorme contrat d'études sur les 7 pays européens pour sortir des chiffres qui allaient exactement à l'inverse de ce que la Commission pensait et les attendus de la Commission par rapport à sa stratégie, notamment du premier rapport sur la cohésion, qui était assis sur le principe que les régions riches, on va appeler les métropoles aujourd'hui, hein, étaient financées par le reste du pays, donc il n'y avait pas d'effet de solidarité, et que donc seule l'Europe était capable, comme Zorro, avec ses petits points, avec ce petit point de 1% ou 1,2% de PIB européen, d'opérer de grandes redistributions de solidarité entre Hambourg et le sud du Portugal, etc. Tout ça est absolument risible. Bon, de fait, on a fait les calculs, on a montré qu'il y avait d'énormes mécanismes de redistribution. Si on prend la question de la métropole en France, on est dans une situation un peu du même type. Moi, je me balade pas mal, dans différentes régions, et je vois, moi, je pense que les Hauts-de-France était présenté tout à l'heure, dans les Hauts-de-France, pour faire comprendre aux gens de la région, alors pas de Calais hein, à l'époque, que l'île, c'était plutôt, la métropole lilloise, c'était plutôt des opportunités et du bénéfice pour la région que le contraire, c'était extrêmement difficile. Alors c'est en train de rentrer un peu dans les mœurs. Comme j'ai très peu de temps, je ramène le discours à un point particulier qui est, on est à Lyon, donc je vais parler de Lyon. Donc moi j'ai été amené dans ces débats un peu houleux, je ne parle pas de la partie Catalogne, là ça commence à être particulièrement agité, je parle de la partie française. On me demande assez régulièrement d'essayer de calmer un peu le jeu et de montrer comment ça se passe finalement, la relation entre la métropole et le reste du pays, son environnement plus ou moins proche, plus ou moins éloigné. Donc où va l'argent de la métropole? Alors, dans le cas lyonnais, moi c'était Jean-Marc Collomb qui m'avait demandé, je l'ai fait aussi sur la métropole toulousaine. Parce qu'effectivement,
la situation actuelle est une situation un peu tendue. On a en France, alors on a 22 métropoles, je dis 22 métropoles. Bon, on a distribué comme des bons points, on a donné des... Bon, la vérité, vous avez 8-9 métropoles en France qui fonctionnent, et qui aujourd'hui ont plus d'emplois qu'elles n'en avaient, je ne comprends pas ça a été, qu'elles n'en avaient il y a 10 ans. Donc à travers la crise, on continue à progresser. L'emploi en France n'a pas retrouvé aujourd'hui son niveau, je parle de l'emploi salarié privé, l'emploi des firmes, n'a pas retrouvé aujourd'hui son niveau de 2007, de décembre 2007. On a perdu 10 ans. Mais dans les 8-9 métropoles, vous les connaissez, c'est les grandes, ça a continué à progresser. Donc on voit effectivement un clivage quand même assez marqué entre, d'un côté, les métropoles et le reste du pays. Ce clivage, il est même presque monstrueux, parce que, je vous dépêche, je vous montre. Si vous prenez les activités antagonistes à la croissance de demain qui se jouent dans ces activités, je pense d'abord au numérique. Je pourrais donner plein d'autres exemples, mais je n'ai pas le temps. Mais si je prends le numérique depuis 10 ans, les emplois salariés privés du numérique ont progressé de 60 000. Alors que la France en perd, on est à moins de 100 000. Hein. Le numérique crée 60 000 emplois salariés privés. 82% de ces 60 000 créations nettes d'emplois salariés privés dans le secteur numérique sont le fait de 15 communes. Pas 9 métropoles, 15 communes. C'est Lyon commune, c'est Paris commune, c'est Nantes commune, c'est Toulouse commune, plus quelques communes périphériques, Saint-Herblain, une commune toujours périphérique. Et donc en fait, il y a une ultra-concentration actuellement. Donc évidemment, ça crée une situation extrêmement tendue. Ce que disent les acteurs, notamment les élus qui sont autour du Grand Lyon, ils disent c'est une catastrophe. En plus, le Grand Lyon, c'est une vraie métropole c'est un vrai gouvernement local, contrairement aux 21 autres métropoles françaises. La seule qui soit un gouvernement local, c'est celle de Lyon. Il y a eu ce montage avec Mercier qui en fait un vrai gouvernement local. Et donc tout le monde a dit, vous nous laissez tomber autour. C'est la rupture de la solidarité, c'est tout pour l'un et pour les autres. Et je dirais même que la métropole de Lyon, c'est la commune de Lyon qui concentre tous les avantages. D'où quand même une mauvaise ambiance, y compris d'ailleurs au sein du parti majoritaire, du parti socialiste, y compris entre les élus socialistes sur l'ensemble de la grande région lyonnaise. Donc on m'a dit, est-ce que tu peux regarder comment ça fonctionne? Alors, rapidement, oui, on retrouve sur une métropole comme Lyon, ce qu'on sait déjà, moi sur lequel j'ai travaillé. C'est un sujet qui est un sujet quand même assez orphelin, parce que moi j'ai depuis longtemps travaillé sur ces questions-là, qui est la question de la redistribution, des mécanismes de redistribution interterritoriaux liés au budget d'État et à la sécurité sociale. 57% du PIB, quand même, les dépenses publiques et sociales. Ça fait du bruit. Réellement, dépenses. Donc, territoire par territoire, on fait la balance entre les prélèvements et les dépenses. Il n'y a pas eu de travaux sur le budget d'État depuis les derniers que j'ai contribué en 96. Les chiffres que tout le monde cite aujourd'hui, les chiffres officiels maintenant, c'est mes chiffres de 96, en 2017. Ça a vraiment évolué. Ceci dit, on a quand même des éléments de la comptabilité nationale, parce qu'on a des comptes régionaux. Si vous prenez le cas de l'Île-de-France, pour vous donner un ordre de grandeur, l'Île-de-France, c'est aujourd'hui 31% du PIB français qui est généré en Île-de-France, la région. Ça, c'est des comptes nationaux, des chiffres assez solides, puisque toujours discutables mais solides. Et le revenu distribué brut des ménages dont bénéficient les ménages d'Île-de-France, c'est 22%. Donc l'Île-de-France crée 31% de la richesse nationale, touche 22% du revenu disponible brut. Alors tout le monde touche des cris, c'est un énorme mécanisme, il y a un énorme écart. En gros, si vous voulez, si le revenu disponible brut des ménages d'Île-de-France était proportionnel à la contribution relative de l'Île-de-France à la création de richesse en France, le revenu disponible brut des ménages d'Île-de-France serait supérieur de 38%. Fort. Et ça s'est extraordinairement accru. C'est-à-dire en même temps que le phénomène métropolitain s'accroissait, c'est-à-dire la concentration, moi je viens de parler de façon trop brève, mais il y a une concentration très forte. Et notamment pour l'Île-de-France, l'Île-de-France passe de 27 à 31% du PIB national entre 1980 et 2013-2014. Donc le PIB créé en Île-de-France est de plus en plus important. Mais le revenu des ménages de la région Île-de-France, lui, dans le même temps, 80-2012, 13, 14 même,
il passe de 25 à 22%. J'ai déjà dit ça plusieurs fois, parce que je me suis autre chose qui l'ont déjà entendu, mais c'est dans un langage que vous connaissez tous, c'est travailler plus pour gagner moins. C'est-à-dire en fait une contribution de plus en plus importante pour un retour au terme de revenus de moins en moins important. Donc énorme effet de redistribution. Ça, on le voit bien pour la région Île-de-France. C'est la même chose pour la métropole lyonnaise. Par des méthodologies complètement différentes, grâce à notamment l'INSEE a produit miraculeusement depuis 2012, on a des chiffres qu'on n'avait pas avant. On a le revenu disponible brut maintenant des territoires. On n'avait pas avant. Avant, on avait que le disponible brut des régions en France. Donc depuis 2012, on a le RDB, le revenu disponible, dont on a vu le calcul pour Lyon. Et par ailleurs, on a des chiffres sur les bases salariales qu'on n'avait pas avant, détaillés, régionalisés, zones d'emploi, départements, etc., qui permettent de calculer, d'avoir l'estimation du PIB de la métropole de Lyon. Et en gros, c'est un truc absolument miraculeux. La métropole lyonnaise, c'est pas l'aire urbaine de Lyon, c'est 60% de la population de l'aire urbaine. C'est la partie, c'est ce gouvernement local qui a été institué. Ça générerait en gros 3,1% du PIB français. Alors, ça surprend tous les gens. En France, on dit toujours, ouais, l'Île-de-France, c'est gros. Enfin voilà, l'Île-de-France tire la langue. Heureusement, il y a des grandes métropoles. Il y a Lyon, il y a Nantes, il y a Toulouse, il y a peut-être même Marseille qui sont derrière, qui peuvent prendre le relais tout le temps. L'Île-de-France, 31% du PIB. Lyon, c'est 3,2%. Donc on est sur un rapport de 1 à 10. On compare une région et une métropole. Pardon? On compare une région et une métropole. Je ne parle pas de Grenoble, madame. Là, je parle de l'aire urbaine de Lyon, par exemple. L'aire urbaine de Lyon, c'est la machine. Vous parlez d'Île-de-France. Oui, alors. Vous comparez l'Île-de-France avec une... Oui, l'Île-de-France est très proche de l'aire urbaine de Paris. L'aire urbaine de Paris, c'est alors que, excusez-moi, la Rhône-Alpes, ça n'a rien à voir avec Lyon. La région, vous le savez du coup, vous êtes ici, je pense. Ce qui est assez marrant, c'est que la métropole de Lyon, c'est 3,9% du PIB français, et c'est 2,2% du revenu disponible des ménages français. C'est incroyable, parce que ça n'a rien à voir avec les chiffres, la méthodologie pour faire les chiffres. C'est exactement le même mécanisme que l'Île-de-France, pour lequel, je répète, on avait donné de comptabilité nationale. Quand on refabrique, on a effectivement un truc du même tonneau, c'est-à-dire une intensité à peu près comparable. Quand j'ai 3,1% de création de richesse, j'ai 2,2% dans la distribution des revenus des ménages. C'est une espèce de permanence, de récurrence tout à fait étonnante. Dans le petit livre que j'ai fait l'an dernier, ou il y a 2 ans, ça s'appelait le nouvel égoïsme territorial. Je parlais de Catalogne, justement. Je présente un graphe sur 350 régions, enfin 300 régions européennes et 50 États américains dans un même graphe, où je montre quel est le niveau relatif de PIB en indice national de PIB par habitant et quel est le niveau relatif de revenu disponible par habitant en indice national. Et on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai appelé un modèle occidental de cohésion territoriale, que peu de moi j'ai pas vu de beaucoup de littérature là-dessus, qui fait que grosso modo, où que vous soyez, même si vous avez un pays fédéral, un pays unitaire, en gros, quand vous êtes une région riche, vous avez à peu près le même rapport entre votre contribution à la croissance et le niveau de revenu, avec un très fort effet de redistribution. On a à Lyon la même chose. Alors ça se décline comment? Enfin, je m'arrête là. Ça se décline, bon, ce sont des mécanismes publics et ce sont des mécanismes privés. Les mécanismes publics, c'est la redistribution par l'État, prélèvement et dépenses. C'est des mécanismes sociaux. Alors là, il y a quand même une chose extraordinaire, je vous recommande d'aller... Vous m'interrompez, quand vous passez. Lâchez sur la fin. Pardon? Il n'y a pas eu de travaux sur les effets de redistribution territoriaux du GETA depuis ceux qu'on a menés dans l'équipe dans laquelle j'étais à l'Université de Paris 12, qu'on a mené pour la Commission européenne, dans le cadre du premier rapport sur la cohésion. Vous pouvez le télécharger, vous trouvez les chiffres. Il n'y a pas eu de nouveau depuis, 20 ans après. Alors qu'on nous parle de baisser les budgets publics, c'est énorme. Le CDE, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts non plus, personne. London of Economics, très fort, London of LSE, LSI, Yann Bey, vous le savez Yann Bey. La commission lui confie en 2005 de refaire les calculs qu'on avait faits. Nous, on avait un contrat de 2 millions d'écus, 2 millions d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Il récupère le contrat, appel d'offres, et lui, il rend un rapport en disant les chiffres qu'on avait produits nous en 96 sont toujours valables aujourd'hui. Chapeau, je me suis inscrit pour faire 10 ans après. Les chiffres qu'on avait fait il y a 20 ans sont toujours vrais. Pardon? Ça veut dire comme Alexandre Dumas. Oui.
Budget d'État, on ne sait rien. En revanche, il y a un scoop. Le Haut Conseil au financement de la protection sociale. La protection sociale en France, c'est 31% du PIB, les dépenses de protection sociale. Donc sur 57 sur l'ensemble des fonds, 31, le plus gros paquet, c'est la protection sociale. Parce que les gens ignorent. La sécurité sociale pèse beaucoup plus lourd que le budget d'État aujourd'hui. Et là, la commission qui est présidée par Madame, son nom va revenir, a produit, il y a 2 ans, un rapport qui permet de mesurer département par département, c'est la Mireille Elbaum, s'il y a les sources. On sait combien chaque département français a contribué à la protection sociale et combien chaque département a reçu de la protection sociale. Tout. Retraite, maladie, famille, tous les risques. Alors c'est extraordinaire, on a des effets de redistribution qui sont absolument colossaux. J'ai discuté avec des gens de l'INSEE encore il y a 2 ou 3 jours qui me disaient que, c'est l'INSEE qui a fait le job, hein, que même à l'INSEE, les gens ont commencé à dire, oh là là, est-ce qu'il faut qu'on publie ça? Vous pouvez le télécharger, hein, vous allez au vous avez le rapport, les annexes, les tableaux, tout. Si vous voulez savoir ce qui se passe en Savoie, ce soir, vous le saurez. Vous allez être surpris. Ah bon, un certain nombre de gens avaient dit non, parce que si vous faites ça, on va avoir un truc comme la Catalogne. Moi, j'ai eu ça plusieurs fois, hein, j'ai travaillé beaucoup sur cette question. Plusieurs fois, on a attiré l'attention à la Tatar, etc. On a dit faites gaffe, si vous avez des chiffres comme ça, il y aura des députés qui ne voudront plus voter le budget. Et même là encore, sur ce dernier rapport qui vient de sortir, dont je vous présente la lecture, donc là, on a des éléments. Donc pour la métropole de Lyon, on sait dire en gros le transfert, la contribution relative du Grand Lyon, la métropole de Lyon, à la protection sociale et sous tête bénéficie, on est capable de dire à peu près, c'est 17%. Ça fait perdre, entre guillemets, 17% du revenu des ménages lyonnais. Alors qu'au total, ils perdent 35% à peu près. Donc la moitié du transfert, c'est la protection sociale, ça reste surprenant. Et puis vous avez des mécanismes qui sont des mécanismes privés, qui sont des mécanismes qui sont les navettes. 25% de l'emploi de la métropole de Lyon est tenu par des gens qui n'habitent pas dans la métropole. Les gens du Nouveau-Rhône, enfin ce qui reste du département de Rhône, qui poussent des hurlements quand on les a égorgés, etc., s'en sortent vachement bien parce qu'en fait, ils ont pratiquement 48% des actifs du Nouveau-Rhône travaillent dans la métropole, et notamment les cadres encore plus. Les cadres, ils vont habiter dans les jolis nord-ouest, et donc ils rapportent beaucoup d'argent. La part du revenu disponible brut des gens du Nouveau-Rhône est bien supérieure à la contribution du Nouveau-Rhône au PIB. C'est l'inverse de Lyon. Donc, il faut rester calme. Il y a aussi tous les effets qu'on a calculés, je vais le taire. Les effets calculés sur la consommation de tourisme. Je dis ça parce qu'il y a la Savoie qui est près de moi. On peut mesurer les dépenses des Lyonnais en Savoie. Le touriste lyonnais va plutôt du côté des Alpes, notamment en Savoie, Isère, alors que le retraité lyonnais, quand il part, beaucoup moins. Il va plutôt dans des plaines, il va dans l'Ain, il va là. Mais il reste toujours très proche. Donc on a mesuré tout ça. C'est considérable. Les dépenses, enfin vous le savez bien, vous en savez, les dépenses des touristes lyonnais, les résidences secondaires, on sait combien de résidences secondaires possédées par des Lyonnais dans l'ensemble du territoire national, ça représente des montants absolument considérables, ce qui fait que les montants, quand je dis que c'est à peu près 37% du revenu des ménages lyonnais qui passent dans la solidarité, si on rajoute d'autres éléments de ce type-là, on arrive à beaucoup plus en fait. Donc on a un mécanisme extrêmement puissant de redistribution qui fait que la métropole n'est pas dans une logique de fracture avec le territoire, elle est plutôt dans une logique de couture. Les données précises qui n'ont pas été publiées, c'est le rapport que j'ai remis à Gérard Collomb, d'une part, et au maire de Toulouse d'autre part, sur les 2 grandes métropoles. Et je vais les publier. Je vais profiter de ce colloque où il y a une publication qui va être faite dans la revue. Donc je donnerai les chiffres détaillés, je ne peux pas faire ça maintenant, dans la publication, je le mettrai le 30 novembre à votre revue. Excusez-moi, j'étais beaucoup trop long. Merci beaucoup. Donc c'était pas trop long, c'était très dense, et tout à fait ce que nous attendions. Bon, je ne résume pas l'idée principale, vous l'avez bien compris, sur finalement l'effet d'entraînement, de diffusion, de redistribution des métropoles l'emporte, d'après les données présentées par Laurent Dalzy, sur l'effet d'attraction, en quelque sorte, l'approche, la version auto-centrée de la métropole. Alors, nous allons maintenant revenir, pas tout de suite à la Savoie, je suis désolé, Michel, nous allons revenir à la région.
et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en passant la parole à Jean-Charles Manrique, qui en est le directeur général adjoint chargé du développement économique, et qui va peut-être alors nous dire en 10 minutes, un quart d'heure de la même manière, quelles sont les conditions de mise en œuvre des nouvelles compétences des régions. Alors, ce n'est pas une nouvelle région au sens où il n'y a pas eu de fusion avec une autre région, mais en tout cas, transfert de nouvelles compétences, comment ça se passe, le transport scolaire, le développement économique et l'articulation avec les autres acteurs du territoire. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, succéder à Monsieur David avec une lourde tâche, mais si je puis simplement faire cette transition, en disant qu'à mon sens, il conviendrait, puisque nous sommes en France, nous sommes un pays extrêmement politique par rapport à d'autres nations, s'interroger sur notre modèle de décentralisation, qui à mon avis n'est toujours pas tranché et on voit se succéder au fur et à mesure des différents textes de loi. Le fait que d'avoir voulu construire des instruments institutionnels que sont les métropoles, on ne résout pas cette décentralisation liquide, si je puis dire, qui s'affirme depuis un certain nombre de décennies. Monsieur le Président, j'ai essayé de répondre de façon un peu plus technique au thème qui était assigné, c'est-à-dire les relations économiques et financières entre les régions et les métropoles. Je vais essayer d'avoir une approche assez technique tout en essayant d'avoir, si j'ai bien compris, ce regard systémique que vous souhaitez. Je dirais qu'aujourd'hui, la situation n'est pas aussi brillante, ou en tout cas n'est pas aussi positive que je n'ai pu l'entendre tout à l'heure. Il y a aujourd'hui une véritable crispation entre les régions et les métropoles, et cette crispation n'est pas aujourd'hui en phase de réduction, de normalisation. Je pense qu'elle va s'accroissant et que la tension sur les finances publiques va contraindre, en tout cas je l'espère, à une fédération des intelligences territoriales, et notamment par le biais d'innovation, notamment dans un certain nombre de problématiques que sont, pour ce qui me concerne en tout cas au quotidien, les outils de financement. Donc il y a deux problématiques que l'on peut aujourd'hui mettre en évidence entre les métropoles et les régions s'agissant de la compétence économique et de leurs relations financières. C'est tout d'abord l'allocation optimale de la ressource. Je me rappelle d'ailleurs d'un rapport de la Cour des comptes de 97, si ma mémoire est bonne, qui avait fait la synthèse de l'ensemble des aides économiques des collectivités territoriales et avait annoncé leur caractère sous-optimal en matière de dynamisation de l'économie. Et ensuite, on cite le développement économique. Et aujourd'hui, dans les compétences telles qu'elles ont été définies, des blocs de compétences, je ne parviens toujours pas à savoir quelle est la définition du développement économique au travers des compétences. Puisque certains entendent des aides économiques, d'autres entendent le développement territorial, et quand vous abordez le développement territorial, il y a une toute petite question qui se pose, sur laquelle je reviendrai, et c'est pourquoi je suis très heureux d'être à côté d'un représentant des départements, c'est la question du foncier d'immobilier d'entreprise, qui aujourd'hui est un problème majeur dans les relations entre les métropoles et les régions. Donc, nous avons un impératif, c'est d'éviter deux phénomènes que je vois poindre tous les jours, qui est tout d'abord le choc des identités entre les métropoles en affirmation et des régions, notamment celles fusionnées, avec une espèce de sentiment de métroxyde qui est en train d'avancer, c'est-à-dire de rupture de « I want my money back ». Madame Faure est partie, la semaine dernière elle était à Marseille, nous discutions, et je ne sais pas si elle l'a évoqué, mais plus de 70% du PIB de la région Occitanie est concentré dans la métropole de Toulouse. Donc dans le rapport de force qu'il peut y avoir entre une région et une métropole sur l'affectation de la ressource financière, cela crée des jeux de négociation. À titre personnel, j'ai dû négocier longuement avec la métropole marseillaise qui souhaitait, ni plus ni moins, à l'arrivée du nouvel exécutif, récupérer 51% des aides de la région, de l'escarcelle, au motif qu'elle pesait 51% du PIB. Schématiquement, voilà comment les choses se sont présentées. Donc il faut essayer d'avancer dans cette direction, et pour rejoindre ce que disait M. Davesi et aller un peu plus loin, aujourd'hui, vous le disiez, il y a à peu près 8 métropoles qui existent, réellement, qui à mon sens sont de vraies métropoles. Le fait d'avoir un nombre de métropoles supérieur au nombre des régions fait aujourd'hui que l'on peut assister à un phénomène de départementalisation des régions, si vous voulez, et d'où aujourd'hui une tension que vous voyez naître sur la compétence de solidarité territoriale entre les régions de France et les départements. Tout est lié. Et à partir du moment où vous n'êtes plus patron, entre guillemets, de votre compétence maîtresse qui est le développement économique, vous allez chasser sur les terres autres. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure à M. le Président, je vous invite à lire le rapport de l'Inspection générale de l'administration qui est paru il y a quelques semaines et qui pose une question tout à fait intéressante, qui est celle de la compétence du développement économique, en indiquant qu'il faudrait remettre en cause la compétence exclusive en matière de développement économique des régions. Jusqu'à plus ample informé, les régions n'ont pas la compétence exclusive en matière de développement économique, mais enfin on voit bien que pointe aujourd'hui un raisonnement sur cette possibilité de remettre en cause cette position. Donc, à mon sens, pour répondre à votre question, M. le Président, telle qu'elle était
posées en matière de relations financières et de développement économique. En région PACA, nous avons fait le choix qui n'est pas celui qui a été pris dans d'autres régions. Il y a eu deux grands choix qui ont été observés, hein. Bien entendu, il y a toujours des nuances. Nous avons fait le choix de bâtir une vision stratégique partagée. Cette vision stratégique, elle repose sur un SRDE2I, qui, je l'espère, est le moins bavard possible, et peut-être aurai-je l'occasion d'en discuter avec les représentants de la Cour. Nous sommes en train de bâtir des indicateurs de performance sur la mise en œuvre de ce SRDE2I. C'est tout de même une mécanique assez subtile au regard des objectifs qui sont assignés à un SRDE2I. Réduire le nombre de filières, essayer de s'entendre avec les métropoles, et nous sommes arrivés à un résultat intéressant puisque nous avons injecté, si je puis dire, les stratégies économiques des métropoles dans le SRDE2I. Nous ne les faisons pas coexister, nous les avons ingérées. Ce qui signifie que le fait de les avoir absorbés dans le SRDE2I les plaque à la stratégie régionale et nous permet d'éviter les effets de saupoudrage. Alors, sans être trop technique, nous avons identifié des filières, nous les avons déclinées en segments, et ensuite nous sommes allés sur des opérations de développement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous essayons de verrouiller au maximum les effets de saupoudrage dans les aides économiques qui aujourd'hui sont appelées notamment par les métropoles. Nous avons essayé aussi d'apporter une véritable portée prescriptive au SRDE2I, puisque l'expérience m'a démontré qu'à partir du moment où les marges, ou ce que l'on présente comme des marges de manœuvre, sont très importantes, comme dirait quelqu'un de très célèbre, dès qu'il y a du flou, il y a un loup. Et chacun sait comment s'y engouffrer assez rapidement pour pouvoir dégager l'intérêt qui est le sien. Après avoir bâti cette vision stratégique partagée, nous avons un SRDE2I, comme M. Dalvezy le sait, donc ça c'est la vision matérialisée, mais vous avez la vision dématérialisée sur le site de la région PACA. Nous sommes interrogés sur les outils à mettre en place dans les relations financières entre les métropoles et la région PACA. La région PACA a posé un postulat, elle n'est pas la banque régionale des subventions à l'économie. Donc, puisque c'est ainsi que nous sommes vécus. Nous sommes la BPI des subventions. Donc nous avons fait passer le message, la région PACA n'est pas là pour délivrer un maximum de subventions. Donc nous avons posé le postulat que les subventions sont le dernier recours de l'action économique de la région. Nous avons mis en avant les avances remboursables, et ça c'est un sujet qui je l'espère, vous intéressera à vous les représentants de cette vénérable institution. Nous travaillons aujourd'hui sur des ingénieries financières très qualifiées, sur des fonds d'investissement avec des compartiments très spécialisés, notamment sur l'économie décarbonée et autres. Ce qui fait que la relation entre les métropoles et la région devient une relation de matière grise. Beaucoup plus qu'une relation de pouvoir sur l'argent que l'on peut capter, notamment en matière de subventions, puisque nous avons déclaré une fin de non-recevoir à l'ensemble des appels de fonds que nous faisait systématiquement. Nous avons dit, grosso modo, si vous êtes très intelligent, eh bien venez nous le démontrer et utilisez les prescriptions, les dispositions de la loi NOTRe et entrez dans le capital des sociétés d'investissement que nous sommes en train de monter, plutôt que nous demander des subventions qui pèsent, comme vous le savez, sur les prélèvements obligatoires de façon extrêmement forte. Donc nous avons créé ce que l'on appelle en région PACA le Fonds d'investissement économique régional, et nous avons aussi travaillé sur un certain nombre de performances sur la qualité de service. Et Monsieur le Président, je le dis devant cette Assemblée, nous allons lancer la première plateforme intégrée de services aux entreprises qui intègre tous les maillons de la chaîne de valeur de ce que cherche une entreprise. C'est-à-dire du financement, de l'aide à l'implantation, de la RH, de l'export, etc. Et nous travaillons avec l'État pour un maximum de simplification. Donc dans la chaîne de valeur, le financement et la qualité de service. Enfin, dans ces outils, ce que nous essayons, c'est d'éviter les financements croisés. Et là, il y a une question qui est très importante, qui est celle des conséquences de la loi NOTRe, puisque la loi NOTRe a sorti les départements du jeu, mais de façon très précipitée et sans avoir sous-pesé les conséquences négatives dans la relation entre les métropoles et les régions. Par exemple, la métropole marseillaise est venue chercher la région PACA pour financer le désengagement du département des Bouches-du-Rhône dans un syndicat mixte, le département pour entrer en fonds propres dans telle société d'économie mixte locale, alors que vous le savez comme moi, la loi NOTRe est floue puisqu'elle contraint les départements à se retirer, mais n'oblige personne à devoir reprendre des parts sociales. Et comme on ne peut pas laisser d'avis de prix, bien, tout le monde reste à plat et on est face à une situation figée dont on devrait sortir. Et enfin, dans ces outils, il y a une vraie zone grise extrêmement dangereuse pour les finances publiques qui est celle du foncier économique et de l'immobilier d'entreprise. Là, j'appelle votre attention parce que dans les relations
financière entre les métropoles et les régions, je peux vous donner un exemple. Je m'entends très bien avec la métropole marseillaise, je vous rassure tout de suite. La région marseillaise a identifié 150 millions d'euros de cibles de requalification foncière économique. 150 millions d'euros. Et elle appelle la région en subvention pour financer ces 150 millions d'euros. Donc on leur a signalé qu'il y avait des petits outils intéressants comme les établissements publics fonciers régionaux, un certain nombre d'instruments qui pouvaient servir, des portages et autres outils que vous connaissez fort bien. Enfin, pour terminer mon propos, je voulais évoquer, après la vision stratégique et les outils, la gouvernance. Puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, et je n'ai pas forcément tout à fait le même avis que mon collègue Nice de Lyon. D'ailleurs, je tiens à signaler que dans ce mouvement ascendant et très dynamique des métropoles, la ville de Lyon a quand même fait le choix, dans sa gouvernance administrative, de scinder le poste de DG de la ville et de DG de la métropole, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est une petite subtilité, à mon sens, qu'il faudra investiguer un peu plus dans le fond. Donc, dans la gouvernance au service de la performance, comme je vous le disais tout à l'heure, Monsieur le Président, nous allons essayer de bâtir des indicateurs de performance qui permettent de démontrer les effets dans l'interland ou les effets entre les collectivités, des aides de la région, en tout cas de la politique économique régionale. Un deuxième point que nous souhaitons travailler au niveau de la gouvernance, c'est la rationalisation et la mutualisation de nos opérateurs. Vous le savez comme moi, les investisseurs, qui sont privés, les établissements financiers, ne veulent plus venir dans des tours de table dont la superficie financière n'est pas optimale. Aujourd'hui, enfin tout à l'heure, notre collègue de la Caisse des dépôts nous parlait des CEMOP. Les CEMOP, c'est fort sympathique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons pléthore de SEM, nous avons pléthore de SPL, et toutes ces structures-là ont des coûts de back-office extrêmement importants pour une efficacité parfois marginale. Donc il faudrait aujourd'hui réfléchir à une bonne montée en puissance et à savoir autour d'une gouvernance qui soit bien stabilisée, qui peut reprendre en main ces structures. D'ailleurs, il a été évoqué tout à l'heure un maillon de la chaîne de valeur intéressante qui sont les agences de développement. Alors, M. Wauquiez a suivi un choix en région Rhône-Alpes-Programme qui est très simple, il a effacé les agences de développement départementales. Et donc aujourd'hui, s'est installée une agence de développement régional et il y a des agences de développement métropolitaines. En région PACA, nous avons fait un choix peut-être un peu plus italien, un peu plus florentin, si je puis dire, puisque nous entrons dans les agences de développement pour en prendre le pouvoir progressivement par les parts que nous détenons au sein de la gouvernance et nous orientons la politique publique. À vous, je vais apprendre que Saint-Augustin disait qu'il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Donc nous essayons de démontrer au quotidien des preuves d'amour pour travailler correctement avec eux. Et enfin, je terminerai par une idée que je vous propose, puisqu'elle est extrêmement clivante au sein de notre monde local, c'est le rôle de la CTAP. Je me souviens avoir évoqué un jour avec le président Richert la possibilité de réformer la CTAP. D'ailleurs, la Conférence nationale des territoires a placé dans son cahier des charges, dans son plan de charge, une réflexion sur les CTAP. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce fonctionnement, elle est héritée des conférences exécutives des territoires, dont on savait très bien que c'était une instance purement formelle qui n'avait pas une véritable efficacité. Et comme tout à l'heure Olivier Nice parlait des objets économiques des métropoles et qu'il fallait faire converger entre différentes stratégies pour éviter les phénomènes d'asymétrie ou de freerider, si l'on travaillait sur la CTAP pour la transformer en conseil de gouvernance des territoires, et en la préparant avec un certain nombre de compartiments de briques, dont celles qui seraient consacrées à l'économie, pour ne pas avoir 80 interlocuteurs autour de la table, mais des interlocuteurs qui ont une masse critique suffisante pour discuter, peut-être arriverions-nous à mieux travailler sur cette belle idée française qu'il ne faut pas l'immigrer au motif que le benchmark, c'est l'idée absolue du bon fonctionnement de nos territoires, qui est celle de l'intelligence territoriale et de l'esprit de responsabilité. Et enfin, Monsieur le Président, je terminerai en vous disant qu'au-delà de tous ces propos sur les collectivités, il y a également le rôle de l'État. Ce rôle qui est important et qui doit accompagner les territoires. L'État ne doit pas s'effacer, il est garant de l'intérêt général et l'ensemble des collectivités territoriales au quotidien, il savent le respecter. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir traité toutes les facettes du sujet en respectant parfaitement le temps imparti, ce qui est complètement évident. Plus personnellement, je retiens et qui fait en fait écho à l'intervention du vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce matin, Étienne Blanc. C'est votre préoccupation d'avoir des aides aux entreprises qui soient sélectives. Donc c'est une des questions que nous avons posées ce matin
un vrai travail d'inventaire sur l'identification des filières de manière à éviter le saupoudrage. Donc on voit quand même cette réflexion qui est partagée, mais évidemment vous êtes un peu plus avancé. Et puis l'idée que, alors qui va peut-être un peu à contre-courant de la vision qu'on a eue jusqu'à présent, que la région peut quand même exercer son rôle de coordination, sans forcément que ce soit uniquement à coup de subvention, mais en trouvant des leviers d'action indirecte pour essayer de fédérer l'ensemble des acteurs. Parmi ces acteurs, donc, il y a le département dont on a un peu évoqué le rôle depuis ce matin. La lourde charge repose sur les épaules de Michel Bouvard, avec cette question qui taraude tous les esprits, même si c'est un peu l'ancien monde, finalement, quelle place pour le département? Bien, merci Christian. Effectivement, quand on aborde la place du département dans les relations financières et économiques entre les régions et les métropoles, puisque c'est la question qui m'est posée, la question qui vient spontanément à l'esprit est de savoir si cette place est encore possible au regard de ce que la loi écrit et au regard aussi du poids respectif des collectivités, la région d'un côté et les métropoles de l'autre. Alors, si on regarde la loi, il y a la suppression, ça a été évoqué à multiples reprises depuis que je vous ai rejoint et sans doute ce matin. Il y a la suppression dans le cadre de la loi NOTRe de la clause de compétence générale et le transfert de la compétence économique à la région, ce qui tente à considérer que le département n'est plus un acteur de cette relation en tant que collectivité territoriale dès lors que la clause de compétence économique lui a été retirée. Pour autant, on a tout ce qui est nécessaire pour faire de l'économie, à commencer par les infrastructures routières, les infrastructures numériques, pour lesquelles la loi n'a jamais désigné aucun chef de file, et où tout le monde est compétent, ce qui veut dire d'ailleurs que sur certains territoires, à vrai dire, personne ne l'est. Il y a tout le volet touristique, c'est 8% du PIB du pays, où pour le coup les départements gardent une compétence, et sur certaines parties du territoire, c'est jusqu'à 50% du PIB. Et donc, cela veut dire que, en fin de compte, si on y ajoute la solidarité territoriale, qui est cette clause qui a permis finalement de contourner ce qu'on mettait dans la loi en même temps. C'est-à-dire en même temps qu'on avait fait une loi pour supprimer les départements, c'était la énième tentative, on mettait une clause pour dire on va tout de même permettre qu'ils continuent à faire quelque chose parce que, et c'est la remarque qui a été faite par Jean-Charles Moric, on ne sait pas quelle est la conséquence de la suppression des départements, donc il faut tout de même avoir un filet de sécurité. Une filet de sécurité, c'est la solidarité territoriale. Là-dedans, on peut tout mettre. Et c'est vrai que la solidarité territoriale, on savait bien que la montée en puissance des régions et le phénomène métropolitain pouvaient avoir des effets sur les territoires les plus fragiles. En clair, si je résume les choses, plus le territoire est rural, plus le territoire est touristique, et plus la collectivité départementale a encore un rôle, une place à jouer, parce qu'elle est en dehors finalement d'un espace densément métropolitain. Alors, on en vient aux aires métropolitaines françaises. Bon, il y a eu la loi MAPTAM, on a démarré à 25 millions d'habitants, la moitié du PIB. Bon, après, on a élargi le statut des métropoles, ce qui était plus discutable, aux anciennes capitales régionales. Mais aujourd'hui, on a encore une part significative du territoire qui vit en dehors de cet espace métropolitain. Et dans cette partie, la collectivité départementale représente finalement le lieu de consolidation des projets, d'exercice des solidarités financières, au bénéfice des communautés de communes, voire de quelques petites agglomérations, dont les capacités financières demeurent limitées. Parce que la vérité oblige à dire que même avec les regroupements de communes qui sont engagés, les communes sont petites, beaucoup de communautés de communes sont elles-mêmes de dimension modeste, même si le niveau a été remonté, avec des moyens financiers.